Bonjour à vous tous, bienvenue sur ce nouveau cours sur l'énoncé de Thalès. Nous continuons donc ce que nous avons commencé la dernière fois, ce que nous avions commencé la dernière fois, à savoir donc les configurations de Thalès. Vous aviez ces deux petits travaux à faire. On avait vu un premier exemple, on avait vu comment écrire les configurations de Thalès, et on va les écrire pour les deux exemples suivants. On va corriger donc ce que vous aviez à faire. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a un triangle, et il fallait trouver la configuration de Thalès. Attends, les parallèles, oui, elles sont ici. On le sait parce qu'il y a les angles droits ici qui marquent donc des perpendiculaires à la même troisième droite. Alors très souvent, il sera évident de dire que c'est parallèle, on ne le dira même pas. Mais aujourd'hui, écrivons le détail, comme ça vous saurez comment faire si vous êtes amené à le prouver. Comment est-ce qu'on le prouve? C'est très simple, c'est ce que vous avez vu en sixième. On a quoi ici? On a la droite FH qui est perpendiculaire à la droite FG et la droite IJ qui est perpendiculaire à la droite FG. Donc, les droites FH et IJ sont parallèles. Ça, c'est la partie sixième, je dirais. On peut également le faire en niveau cinquième avec ici les angles, des angles de coup qui de fait sont correspondants et qui ont la même mesure. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on a prouvé que c'est parallèle. Maintenant, on va revenir vraiment sur notre Thalès et dire que dans le triangle, alors, ça s'appelle FGH. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des points sur les côtés? Oui, c'est le point I qui appartient au segment GH. Et on a le point, non pas E, parce que il y a trois parties, donc pas encore E. Le point J qui appartient au segment FG et nos parallèles qui sont donc de FH parallèle à IJ. Oui, il faut le redire parce que là, dans la première partie, on l'a prouvé que c'est parallèle et maintenant on s'en sert. Donc il faut dire quand on s'en sert. Il ne suffit pas d'avoir prouvé que c'était parallèle, il faut maintenant s'en servir. Donc, d'après l'énoncé de Thalès, alors qu'est-ce qu'on a? Alors regardons. Quels sont les côtés des triangles? On a GH, GF et HF pour le grand triangle par exemple. Donc on va avoir trois fractions. D'accord? Une avec GH, une avec GF et une avec HF. D'accord? Les équivalents, les semblables dans le petit triangle, l'équivalent de GH sera GI, évidemment. L'équivalent de GF, ce sera GJ. Et l'équivalent de HF sera évidemment IJ. Alors, j'aime bien écrire cette manière-là. Pourquoi? C'est-à-dire en commençant par le point G. Ici, par le point A. C'est quoi ce point? C'est ce que j'appelle le point principal. En réalité, ce n'est pas du tout son nom. Il n'a pas de nom en mathématiques. Mais moi, je l'appelle volontiers le point principal. C'est là où vont se croiser les deux droites qui ne sont pas les parallèles. Parce qu'en commençant par les côtés qui partent de G, GH et GF, eh bien, on retrouve ici 4 fois le point G. Comme ici, on avait 4 fois le point A. Et non seulement on a ça, mais après, pour la dernière fraction, on retrouve HF, qui est la longueur de ce côté-là, et IJ, qui est la longueur de ce côté-là. Et c'est quoi ces côtés? Ce sont les côtés qui sont parallèles. Donc en réalité, dans la dernière fraction, on retrouve les parallèles. Donc ça nous permet en plus de vérifier finalement qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Ce n'est pas une preuve absolue qu'on a tout fait juste. Mais en tout cas, si on ne retombe pas là-dessus, c'est qu'on a forcément fait faux. Si on n'a pas les 4 fois le point principal, ou si on ne retrouve pas ici les parallèles, c'est qu'on a fait n'importe quoi. D'accord? Ben voilà, on a terminé ici. On a fait et on a écrit nos trois fractions, nos trois égalités qui correspondent à la configuration de Thalès. Allez, on continue avec le dernier. Très facile oui, également. Là, on a déjà les parallèles, pas la peine de le prouver. On va donc dire que dans le triangle, alors MNK, alors qu'est-ce qu'on a? On a un point L qui appartient au segment
MK. On a un point O qui appartient au segment KN. Et on a également des parallèles qui sont LO et NM. Donc, d'après l'énoncé de Thalès, un petit S, oui, pas beau, tant pis. Alors, quels sont les côtés? Regardez, ce que j'appelle moi principal, c'est le point K. Donc, j'aime bien partir, c'est pas obligatoire, hein, du point K. Comme ça, je le retrouve 4 fois. Alors, commençons par le grand triangle KM. KM, son équivalent sur le petit, c'est KL. À partir de K, j'ai également KN sur le grand triangle. Et son équivalent en petit triangle, c'est KO. Et après, le reste qui me manque, c'est le côté MN. Et qu'est-ce MN? Oh là, non, je vais refaire parce qu'il ressemble à rien. Donc MN et son équivalent, c'est LO. D'accord? Très bien. Autre chose à vérifier également, avec cette écriture-là, comme j'ai dit, en utilisant ce que j'appelle le point principal, c'est que regardez sur la ligne du haut, d'accord, que la ligne du haut. Eh bien, si j'enlève le point K ici, qu'est-ce que je lis? Je lis M et je lis N. Qu'est-ce que je lis ici? Je lis MN. L'ordre n'a pas d'importance. Si j'avais NM, c'est pareil. Et dans la ligne du bas, si je ne lis pas le point K, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le point L, j'ai le point O. Qu'est-ce que j'ai ici? Le point LO. Ça aussi, c'est une vérification à faire. Et ça nous permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, par exemple, sur le haut et sur le bas. Imaginez que quelqu'un, ici, ait fait l'erreur suivante. Il a fait KM sur KL. Et après, il a fait KO sur KN. D'accord? Donc, une grave erreur. Car là, il y a le grand côté sur le petit. Et après, c'est le petit sur le grand. Ça ne marche plus. Eh bien, après, on voit bien que si on fait MN sur LO, qui est juste, d'accord? Eh bien là, en enlevant le point K, qu'est-ce qu'on lit? On lit MO. Et est-ce que j'ai MO ici? Non. Ici, je lirai LN. Est-ce que j'ai LN ici? Non. Donc, c'est une preuve que j'ai fait une erreur quelque part. Alors, on ne sait pas forcément où est l'erreur, mais on est sûr qu'il y a une faute quelque part. D'accord? Donc, n'hésitez pas à ça aussi. C'est un petit test à faire pour vérifier qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Si on s'intéresse, si on écrit les choses avec le point principal, ben on a les 4 points K ici, on a les parallèles ici, et si on lit ici MN, on le retrouve ici, si on lit ici LO, on le retrouve ici, regardez, ça marche aussi ici, HF, IJ, BC, là on avait CB, on a BC, mais BC et CB c'est la même chose, ED, et il en a DE, et DE et ED c'est la même chose. Oui, ça marche bien, ça permet de vérifier que ce qu'on a fait est juste. Pas une preuve absolue, on peut faire des erreurs, attention, on peut faire des erreurs et on ne les voit pas. Hein. Mais en tout cas, si en tout cas, ça détecte en tout cas beaucoup d'erreurs. En tout cas, même les erreurs principales, quasiment toutes les erreurs que font les quatrièmes. Bien, allez, maintenant qu'on est parfait, qu'on est excellent dans l'écriture de ces égalités de Thalès, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on fait beaucoup de choses, mais on va commencer à faire une petite chose. Ce sera donc en cahier leçon, la partie application. Grand 4, application. Et l'application va se faire sur un exemple, tout simplement. J'ai ici donc un triangle ABC sur lequel j'ai placé un point E et un point D, avec la droite ED qui est pareille à la droite BC. J'ai donné quelques longueurs. Je sais que AE vaut 7. Donc AE c'est ici, ça vaut 7. Je sais que AB ça vaut 21. Je sais que AD ça vaut 9. Et je sais que BC ça vaut 15. Voilà. Toujours pareil, dès qu'on a les énoncés, on les met, les données plutôt, on les met sur la figure pour avoir mieux voir les choses. Et il faut calculer AC. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour commencer? Tout simplement, je vais faire ce qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire écrire la configuration de Thalès. Donc, je me place dans le triangle ABC,
On l'avait écrit comment exactement? On avait écrit dans ABC triangle ou on a ABC triangle? Dans le triangle. Voilà, on avait écrit dans le triangle ABC. D'accord. Alors, donc, parce qu'il y a plusieurs manières de rédiger. Hein. Dans le triangle ABC. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le point E qui appartient au segment AB. D'accord. On a le point D qui appartient au segment AC. Et on a des parallèles qui sont ED et BC. Donc, d'après l'énoncé de Thalès, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les fractions qui vont être égales. D'accord? Alors, quelle fraction va être égale? Ben, tout d'abord, pareil, mon point principal, c'est le point A, donc je l'écris 4 fois, comme ça me permettra de ne pas me tromper. À partir du point A, sur le grand côté, ben, j'ai AB, par exemple. AB, et son équivalent, c'est AE. Sur l'autre côté qui part de A, sur le grand côté, c'est AC, et son équivalent, c'est AD. Et les autres côtés, ben, là, j'ai BC, et son équivalent, c'est ED. Est-ce que BC et ED sont bien les parallèles? Oui, c'est bon. Est-ce qu'ici, BC, ED, impeccable. Tout ça me semble très très bien. D'accord? Là, j'ai écrit mes 3 fractions de Thalès. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, pour voir ce que j'en fais, je vais récupérer dans ce que je viens d'écrire là seulement quelques informations, celles qui m'intéressent. La question qu'on va se poser ici, c'est combien est-ce qu'il y a d'égalité dans ce que j'ai écrit? Combien j'ai écrit d'égalité? Alors là, moi, la classe lève la main et puis fait ouais, oui, moi, je sais, il y en a 2. Non, il y en a 3. D'autres, encore des gens très bizarres, disent il y en a 4. Oh, oui, ils sont où les 4? Bon, en tout cas, il y en a qui disent 2, il y en a qui disent 3 en général. Alors, il y a ceux qui disent 2, pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a 2 signes égaux. Donc, forcément, ils se disent s'il y a 2 signes égaux, c'est qu'il y a 2 égalités. Après, il y a ceux qui disent 3. Et parfois, ils ont du mal à expliquer pourquoi. Parce que, en gros, ils disent parce qu'il y a 3 fractions. En réalité, la bonne réponse, c'est effectivement 3. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 3 égalités alors qu'il y a seulement 2 signes égaux ici? Bien, regardez. On va les écrire dans un coin, on les effacera après, car on aura besoin de place après. Ou peut-être pas, peut-être qu'on va écrire petit. Comme ça, peut-être que la place va rester. Et s'il y a un passé, on effacera. Regardez. Première égalité, c'est évidemment d'écrire AB sur AE égale AC sur AD. Et évidemment, c'est l'égalité qu'il y a ici entre ces deux fractions. D'accord? Deuxième égalité, c'est celle qu'il y a entre ces deux fractions-là. C'est-à-dire AC sur AD qui est égal à ABC sur ED. Mais il y a une troisième égalité, celle entre la première et la troisième fraction. Si la première est égale à la deuxième, que la deuxième est égale à la troisième, forcément, c'est que la première et la troisième sont également égales. Ça veut donc dire qu'il y a bien une troisième égalité qui est AB sur AE qui est égale à BC sur ED. Donc j'ai bien 3 égalités. Ça, c'est important de bien comprendre ça, qu'il y a 3 égalités. Et être capable de bien les écrire, ces 3 égalités. Donc on en aura encore plus besoin prochainement. D'accord? Il y a donc bien 3 égalités qui viennent de cette expression-là. De ces 3 égalités, je vais en garder une seule. Alors laquelle? Pour cela, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je cherche. Je suis en train de chercher, dans la question petit 1, la valeur de AC. D'accord? Je vais donc chercher dans mes 3 égalités, dans lesquelles apparaît AC. AC apparaît ici, et AC apparaît là. Et c'est tout. Donc évidemment, je ne vais pas utiliser pour chercher AC l'égalité AB sur AE égale BC sur ED, puisque AC n'apparaissant pas, ça ne va pas m'aider.
laquelle de ces deux égalités je vais utiliser pour calculer AC? Non, pas celle que je veux, pas du tout. Il va falloir que je réfléchisse. En vert, je vais entourer les choses que je connais. AB, est-ce que je connais? Oui, j'entoure. AE, est-ce que je connais? AE, oui, je connais, c'est 7. AD, est-ce que je connais? Oui, c'est 9. Très bien. Deuxième égalité. AD, est-ce que je connais? Oui, c'est 9. BC, est-ce que je connais? Ah, je ne connais pas BC. ED, est-ce que je connais? Non, je ne connais pas non plus. Donc, je ne connais pas. Non, si, BC, je connais. BC, je connais. Attention, BC, je connais ici. Voilà. BC, je connais, c'est 15. Et ED, est-ce que je connais? Non, je ne connais pas. Bien. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que dans la première égalité, il y a une seule chose que je ne connais pas, c'est AC. Dans la deuxième égalité, il y a deux choses que je ne connais pas. C'est AC et c'est ED. Et comme vous le savez très bien, quand on fait ce qu'on appelle des équations, car c'est ça qu'on va faire finalement, quand il y a une seule chose qu'on ne connaît pas, on est capable de la trouver. Quand il y a plusieurs choses qu'on ne connaît pas, ben on n'est pas capable de les trouver. Donc évidemment, qu'est-ce que je vais utiliser? Celle où il y a une seule chose que je ne connais pas ou celle où il y en a plusieurs? Ben, évidemment, celle où il y a une seule chose que je ne connais pas. Je vais donc utiliser cette égalité-là. D'accord? Donc sur les trois égalités que j'ai écrites ici, je ne vais m'en servir que d'une seule qui sera celle-ci. D'accord? Comme je vais en utiliser une en particulier d'égalité, ben je vais l'écrire et j'écris tout simplement en particulier. En particulier. En particulier, bien j'écris la fraction qui m'intéresse, c'est-à-dire AB sur AE égale AC sur AD. Et comment on fait pour faire ce genre de choses, pour trouver des choses qu'on ne connaît pas, faire des équations quand il y a des fractions? Ben, toujours pareil, on fait le produit en croix. Excellent, bravo, fond de la classe. On fait le produit en croix. D'accord? Du coup, on voit presque plus égal ici, je le remets. D'accord? On fait le produit en croix. Toujours en commençant par ce qu'on cherche. Pas obligatoire, mais c'est plus simple. Vu ce qu'on cherche, c'est AC, je vais commencer par AC. Ça va me faire AC multiplié par AE, qui est égal à AB multiplié par AD. Moi, ce que je veux avoir, c'est AC égal. Donc, qu'est-ce que j'ai en trop ici? Ben, ce que j'ai en trop, c'est le AE. Et comment on se débarrasse d'un AE qui est multiplié à ce qu'on cherche? Ben, évidemment, ça, je pense que vous commencez à le savoir. Il faut multiplier de chaque côté, avec mon fois ici beaucoup trop gros, multiplié par l'inverse de ce qui gêne en fait. Donc l'inverse de AE. Et c'est quoi l'inverse de AE? C'est 1 sur AE. 1 sur AE. Comme ça, je peux simplifier ici par AE. Et il ne me reste plus que AC égale AB multiplié par AD sur AE. Et maintenant, je remplace par les valeurs. On aurait pu le faire avant, mais franchement, c'est mieux de le faire le plus tard possible. Si vous arrivez à faire le calcul ici avec les lettres, c'est beaucoup mieux de le faire avec les lettres que de remplacer directement avec les valeurs. AC égale combien? Alors, AB vaut combien? AB vaut 21. Multiplié par AD, AD c'est 9. Sur AE, c'est 7. D'accord? Donc, je n'ai plus qu'à calculer ça. Donc, c'est bien 21, c'est 9. Parce que, après, parfois, je me trompe dans les valeurs. AB, c'est 21, AD, c'est 9. Et AE, c'est 7. Ça doit être bon. Alors, on prend une calculatrice ou alors directement, on voit que 21 et 7, ça simplifie par 7. Parce que 21, c'est 3 fois 7. Il reste donc plus que 3 fois 9. Ah, je voulais me faire en bleu. AC est donc égal à 3 fois 9, c'est-à-dire
27. Pas d'unité parce qu'il n'y en avait pas ici. Donc AC, ça mesure donc 27. D'accord? Tout le monde a compris le principe? Donc je rappelle le principe de base. J'ai ici mes trois égalités. D'accord? Elles sont écrites ici de manière compacte. Ici, je les ai écrites de manière étendue. C'est-à-dire j'ai écrit les trois égalités bien les unes à la suite des autres. Dans ces égalités, je regarde celles où apparaît ce que je cherche, AC. Et donc là, j'en avais deux, j'ai déjà éliminé une. Et dans ces deux-là, eh bien, j'ai cherché celle où la seule chose que je ne connaissais pas était ce que je cherchais. Ici, je ne pouvais pas parce que j'avais AC que je ne connaissais pas, que je cherchais, et j'avais ED que je ne connaissais pas non plus. Donc si j'avais fait la même chose, j'aurais trouvé une formule avec AC, etc. Mais ED serait resté et je n'aurais pas pu le remplacer par sa valeur. Donc je n'aurais pas pu trouver la valeur numérique de AC. D'accord? Bien. Maintenant, on va calculer ED. Alors on va passer en rouge. Pour ED, on va calculer ED. Donc là encore, on va chercher dans ces trois égalités où apparaît ED. Ben, ED apparaît ici et apparaît ici. D'accord? Donc forcément, la première égalité, celle que j'ai utilisée pour tout à l'heure, ben, elle ne va plus servir. Parce que là, il n'y a pas d'ED qui intervient. Après, je regarde tout ce que je connais. Alors ici, ben, je connais BC, je connais AD déjà. AB, je le connais, c'est 21. BC, je le connais, c'est 15. Et AE, je le connais, c'est 7. Donc dans cette égalité-là, je connais tout, sauf ce que je cherche. Je vais pouvoir m'en servir pour faire mon calcul. Est-ce que je peux me servir de la deuxième? Ben, oui, je peux m'en servir aussi. Puisque BC, je connais, AD, je connais, et AC, je connais maintenant. AC, je connais, parce que ça vaut 27. Donc maintenant, j'ai le choix. Je prends la troisième ou la deuxième, comme je veux, puisque dans les deux cas, la seule chose que je ne connais pas, c'est ED. Néanmoins, en général, je vous inciterai, je vous conseillerais à plutôt prendre celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle n'utilise pas AC. Alors, en quoi c'est gênant d'utiliser AC? Mathématiquement, en rien. Mais imaginez que vous ayez fait une erreur de calcul ici. Vous faites 3 fois 9 et vous trouvez 25. Erreur de calcul, l'erreur bête. Ben, du coup, cette erreur 25, vous allez la faire rentrer dans ce calcul-là. Et donc, votre ED sera faux aussi. Alors que comme là, on ne se sert pas de AC, ben, même si on a fait une erreur bête ici, eh bien, on pourrait très bien faire juste pour le suivant. D'accord? Donc voilà pourquoi je vais préférer prendre cette égalité-là plutôt que celle-là. Mais celle-là marcherait très bien aussi. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'on va écrire? Est-ce qu'on va écrire encore en particulier? Non. Parce qu'en particulier, ce n'est pas ce qu'on va écrire maintenant, c'est-à-dire choisir cette troisième égalité, ce n'est pas un cas particulier de ce qu'on vient d'écrire, AC égale 27. Non, pas du tout. C'est un cas particulier de ceci. Mais je ne vais pas non plus réécrire tout ça, ce serait dommage. Eh bien, la technique qu'on a trouvée pour expliquer la chose suivante, c'est de dire le texte suivant, d'écrire on a aussi. D'accord? Du style, en particulier, on avait ça, ben on a aussi ça. Et donc, ce qu'on a aussi, c'est AB sur AE qui est égal à BC sur ED. D'accord? Ben, comme tout à l'heure, on va faire le produit en croix. En commençant par ED, parce que c'est ce que je cherche. ED multiplié par AB est égal à AE multiplié par BC. ED fois AB égale AE fois BC. D'accord? Moi, ce que je cherche, c'est avoir ED égal. Donc, ce qui me gêne, c'est le AB. Je vais donc m'en débarrasser très simplement en multipliant de chaque côté par 1 sur AB. Vous avez vu, c'est toujours pareil. Hein? On faisait pareil pour le cosinus, on faisait 1 sur le cosinus. Ben là, c'est pareil, là, c'est AB qui gêne, 1 sur AB. On obtient donc ED, parce que là, évidemment, on a simplifié par AB, égale AE fois BC sur AB. Je remplace par les valeurs. Ça me fait donc AE. AE, c'est combien? C'est 7.
fois BC. BC, c'est 15. Et AB, c'est 21. D'accord? Là encore, je peux faire des simplifications. Le 7 et le 21, ça va encore simplifier. Donc, il va rester plus que 3 en bas. Et le 3 et le 15 vont simplifier également par 3. Et il va rester plus que 5. Et donc, finalement, il ne reste plus que 5. ED égale 5. Et voilà. On a donc trouvé nos deux valeurs. On ne connaissait pas AC, maintenant on le connaît, ça vaut 27. On ne connaissait pas ED, maintenant on le connaît, ça vaut 5. D'accord? C'est une des utilisations principales d'ailleurs de Thalès. Donc trouver des longueurs qu'on ne connaissait pas. Voilà, c'est souvent ça, hein. En géométrie, c'est souvent trouver des longueurs ou des angles qu'on ne connaissait pas. Ici, avec Thalès, c'est des longueurs qu'on ne connaissait pas. On a des possibilités avec Pythagore pour trouver des longueurs. Ben là, on a d'autres possibilités. Dans d'autres cas, c'est le cas donc, des configurations de Thalès. D'accord? Alors, pour être bien clair, pour bien vérifier que vous avez tout compris, vous allez en faire un tout seul. Toujours pareil. Vous voyez, c'est toujours en 3 parties. La partie, comme on l'a fait jusqu'auparavant, c'est-à-dire écrire du Thalès. Après, on n'est plus vraiment Thalès. Après, on est en calcul normal. Hein. Donc là, on a Thalès, on a écrit ceci. Grâce à cela, en particulier, on choisit une des fractions pour nous permettre d'arriver à la première longueur à chercher. Et après, avec une deuxième égalité, les fractions ici c'est égalité, une première égalité ici, et ici avec une deuxième égalité, eh bien on refait pareil, et on trouve la deuxième longueur qui est demandée. D'accord? Allez, à vous maintenant les enfants. Voici donc ce cas ici. On a donc ici ces triangles-là, ces parallèles, ces longueurs qui sont données, et il faut calculer KB et FC. Allez, à vous maintenant, au travail, et à la prochaine. Ciao, ciao!